m'appelle Richard Bailey. J'ai le privilège et l'honneur d'avoir été avec Dr Gaspar, cofondateur de Te Mano Te Moana il y a 20 ans. Et merci d'être venu marquer ces 20 ans avec nous pendant l'UNOC. Voilà, c'est avec une certaine émotion que nous passons ces 20 ans. C'est 20 ans de passion, 20 ans d'extrême activité. plus de 140 000 jeunes sont passés à travers nos programmes d'éducation. Innombrables nombre de tortues relâchées. Des activités à Montréal, maintenant à Tahiti, le suivi des ponts à Tetiaroa qui est devenu maintenant, qui s'est épanoui véritablement, nous avons restauré l'atoll comme un site très important de pont de la Tortue Verte. Quand nous avons commencé à compter les traces de pontes en 2004, on marquait 12, 15, 20 traces par an. L'année dernière, nous en étions à 1400, grâce notamment à nos travaux à Tetiaroa Society pour la conservation de l'atoll. Donc, et je voudrais juste, et après je laisse bien sûr la parole à Dr Gaspar, mais un message sur l'importance du tourisme derrière toutes ces activités, car même si les activités sont de nature financée de façon philanthropique, je suis très fier de notre modèle de tourisme également, qui a permis de mobiliser nos clients, nos visiteurs dans les îles, pour les engager en tant qu'agents de changement d'impact positif sur l'environnement à travers nos activités associatives et notamment Te Mano Te Moana. Donc c'est avec beaucoup de fierté et je passe la parole maintenant à ma cofondatrice et que vous connaissez tous. Et je lui rends vraiment hommage parce que c'est une femme d'un dynamisme incroyable. D'ailleurs, elle parle tellement vite que ça me dépasse des fois, j'aurais du mal à comprendre et puis elle court partout, elle a 1000 idées et j'ai juste à trotter derrière et essayer de la rattraper. Voilà, c'est avec beaucoup de fierté de travailler avec une femme aussi extraordinaire. Et voilà, merci. Bravo Gilles, merci beaucoup. C'est difficile de parler après tout le monde. Merci à vous tous qui nous soutenez depuis le début. Et puis je tiens aussi à présenter Maïna Sage, qui est notre collaboratrice et qui nous aide beaucoup dans cette phase de transition, parce que pour les 20 ans, on a changé pas mal de choses. Ce que l'on a décidé après nos 20 ans, et donc c'était important aussi, c'est de redéfinir un petit peu notre stratégie. Comme Dick l'a expliqué, on a vraiment ce partenariat très très important, cette symbiose avec le groupe hôtelier qui s'appelle Pacific Beachcomber, et notamment dans 3 sites en particulier, l'hôtel de Montréal dans lequel nous avons exercé, puisque nous avons ouvert un centre de soins il y a 20 ans maintenant, sur demande du gouvernement polynésien. Donc je voudrais rajouter aussi qu'en dehors des financements privés, de l'interaction qu'on a avec le milieu hôtelier, le tourisme, et spécialement avec Pacific Beachcomber, le groupe intercontinental et The Brando, on a aussi des financements publics. On est largement aidé aussi par le gouvernement de la Polynésie française, par l'État français et par d'autres subventions qui sont possibles et pour lesquelles on répond à des appels à projets, en plus de mécénats et de collaborateurs qui nous suivent depuis 20 ans, donc ça c'est vraiment très important. Et donc, quand on a décidé de venir, on sourit un petit peu quand on parle de ça, de venir un peu à la capitale, c'est-à-dire qu'on est passé de Montréal à Tahiti. C'était aussi parce qu'on avait cette possibilité, grâce à Dick, de s'installer dans un hôtel plus central, à Fara, où au final on a beaucoup plus facilement accès
à des scolaires, on va en parler beaucoup après, au grand public, aux résidents de la Polynésie et de l'île de Tahiti, pour pouvoir les sensibiliser. Donc en gros, Dick l'a pas rappelé, mais je pense que la plupart d'entre vous, vous savez ce que ça veut dire, Te Mana o Te Moana. Quand on a eu cette idée, on a commencé en 2004, mais c'était dès 2000, on voulait vraiment s'ancrer dans la connaissance, la culture, la protection et la transmission des savoirs qu'on pouvait collecter pour les Polynésiens, pour la Polynésie. D'où ce nom, donc Te Mana o Te Moana. Moana, donc vous savez, ça veut dire l'océan, et Mana, l'esprit, la force. Et c'est tous ensemble avec cette équipe qu'on a réussi à monter ces projets, donc ça c'est vraiment important. Et dans la transition, on a bien sûr renouvelé une équipe, on est de plus en plus nombreux. Vous voyez sur la photo de gauche, c'est une photo qu'on a prise il y a à peu près 2 semaines avec des nouveaux jeunes collaborateurs polynésiens qui nous rejoignent. Et puis on a également aussi décidé de changer de logo. On avait avant un logo avec pas mal d'espèces, on a commencé avec 14 parce que je voulais tout étudier. Puis on est passé à 7, 10 ans après. Et puis l'an dernier, on a simplifié notre logo avec que des petites tortues comme vous voyez. Et puis on a redéveloppé notre stratégie. Donc je tiens à souligner aussi l'aide de Karine qui est ici, qui nous a bien aidé à repenser un peu la stratégie de Te Mana o Te Moana et de nous orienter un peu plus dans tout ce qui est scientifique et technologie pour mieux comprendre nos tortues marines, tout en nous impliquant de plus en plus dans la culture. Donc nous avons développé, donc déjà je tiens à remercier vraiment toute l'équipe, tous nos collaborateurs, la plupart ne sont pas là, hein. Nous avons Maïna qui nous aide ici, et puis Isabelle Monores qui est notre trésorière qui est là également. Et donc nous avons vraiment défini 2 pôles d'activité à Te Mana o Te Moana, vraiment un pôle conservation et recherche dans lequel nous sommes de plus en plus nombreux grâce au soutien que nous pouvons obtenir avec des financements d'appel à projets scientifiques et de conservation. Et puis un pôle éducation et formation qui est aussi très important parce qu'on se rend compte qu'il y a une demande très forte à la fois des entreprises de Polynésie française mais aussi du grand public et beaucoup et énormément et de plus en plus de personnes qui veulent devenir bénévoles. Et on se retrouve, et on en parle parfois avec Guy, dans une configuration où on est submergé par des demandes de gens qui veulent être bénévoles. Ils veulent nous donner 1 mois, 2 mois, plus longtemps encore pour venir nous aider. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose d'un petit peu nouveau. Et ça nous rassure aussi sur le fait que ce que l'on fait, ça a du sens aussi et on peut embarquer les gens avec nous. Donc dans les 2 pôles, je vais vous présenter le pôle qui est un peu plus ma spécialité. Donc moi, en fait, je suis vétérinaire de formation. J'ai grandi, j'ai fait mes études à Bordeaux. J'ai commencé à travailler plutôt dans les mammifères marins, dans les réseaux d'échouage de mammifères marins en tant que vétérinaire. Puis je me suis orientée en plus en scientifique avec une thèse en écologie marine avec le CRIOB à Montréal sur les répastinagues. Et après, ma spécialité maintenant, c'est vraiment les tortues marines. Et donc, on a développé un centre de soins pour tortues marines qui n'accueille que des tortues de Polynésie, de partout en Polynésie, qui ont besoin de soins, donc si elles sont malades, blessées, ou bien si ce sont des tortues flottantes sans énergie. On les récupère, donc tout ça c'est fait bien sûr avec des autorisations administratives de la direction de l'environnement, puisqu'elles sont protégées en catégorie B du code de l'environnement, les tortues vertes. Les tortues imbriquées seront protégées en catégorie A. On les accueille et après on fait notre travail, on fait un diagnostic, on essaie de comprendre ce qui ne va pas. Comme tout le monde me dit, elles ne parlent pas, elles ne disent pas où elles ont mal. Mais je vais vous montrer quelques exemples de pathologies et de problèmes. Et on est quand même dans un environnement qui change en 20 ans. Les raisons pour lesquelles on accueille des tortues marines sont en train d'évoluer et malheureusement, l'impact humain est de plus en plus fort. Et puis après, on développe d'autres programmes qui sont plus des études, des programmes scientifiques pour mieux comprendre le cycle de vie de nos tortues dans la Polynésie. Parce que si on les protège chez nous, mais dès qu'elles sortent de la ZE éventuellement, elles ne sont plus protégées, finalement le résultat n'est pas forcément très positif. Et on a tout à découvrir sur ces tortues. Je vous en parlais un petit peu après, mais depuis 20 ans, comme a dit, on ne fait pas rien, on passe notre temps à les étudier, mais c'est sur un pas de recherche long et on a besoin de continuer nos travaux. Et puis je laisserai Maïna après présenter le 2e pôle, qui est le pôle éducation et formation, qui est aussi très très important et sur lequel on compte beaucoup. Puisque comme vous savez, dans tous les messages que l'on donne, c'est vraiment avec la jeunesse et former la jeunesse et inspirer les jeunes qu'on y arrivera. Donc, pour parler un peu des actions de conservation, il y a le centre de soins. Donc, vous voyez ici des photos du lieu. Donc, c'est à l'Intercontinental à Fa'a, avec une grande lagune qui est réservée uniquement aux tortues. Bien sûr, les clients de l'hôtel peuvent profiter de l'observation, des sessions de formation, mais ne vont pas dans l'eau. Nous avons ma collègue vétérinaire qui est là, donc qui nous a rejoint dans l'équipe il y a 3 ans, qui s'occupe des petites tortues. Elles sont dans cette lagune de réhabilitation après les phases critiques, quand on les a reçues. On fait des soins et après elles ont besoin de se remuscler, de nager avant de gagner le large. Donc ce lieu est vraiment très très important pour nous, pour les tortues marines avec une qualité d'eau exceptionnelle et pour la sensibilisation des visiteurs.
Là, c'est juste pour vous montrer quelques exemples. Quand moi j'ai commencé en 2004 à Montréal, j'avais 70 à 75% de tortues qui arrivaient parce qu'elles avaient été fléchées par les fusils harpons des pêcheurs. Et du coup, elles avaient développé des abcès et puis petit à petit, elles mouraient par rapport à cette infection généralisée. Donc c'est un peu la photo que vous voyez au milieu. Certaines, on arrivait à les sauver, mais pas toutes. C'est en train d'évoluer complètement maintenant pour différents facteurs. Le premier, c'est celui que vous voyez au centre, c'est l'ingestion de plastique. Au tout début, je trouvais rarement des petits morceaux de plastique dans les contenus digestifs des tortues qui mouraient, que j'autopsiais. Maintenant, c'est pratiquement dans toutes les tortues. Donc ça, c'est un phénomène qui nous touche en Polynésie et qui est vraiment alarmant. La deuxième problématique que l'on trouve et qui est de plus en plus inquiétante, c'est les collisions par les bateaux. Vous voyez ici la photo en bas à droite. Les tortues, elles sont tapées par les bateaux. Alors, il y a une bonne nouvelle et une mauvaise dans tout ça. La bonne nouvelle, c'est qu'on a de plus en plus de tortues subadultes dans nos lagons. Si vous venez en Polynésie, je vous invite tous à venir. Il y a de plus en plus de tortues, on les voit en snorkeling, on les voit en bateau, on les voit en vaha. Mais malheureusement, elles sont habituées à un bruit ambiant qui est en train d'augmenter. Et quand elles ont besoin de respirer, elles vont monter à la surface et elles vont se faire taper par les bateaux, les jet skis. Et donc des tortues comme ça qui sont vraiment éclatées en deux, on en a de plus en plus. Et puis l'autre problématique qui est aussi importante, ça va être la raréfaction de la nourriture. On est dans des changements climatiques globaux, des changements de nos écosystèmes. Et vous voyez, en haut à gauche, cette tortue, c'est une tortue qui est complètement dénutrie. Elle n'a pas mangé depuis des mois. Et on récupère comme ça parfois des tortues pour lesquelles c'est assez difficile finalement de les sauver parce qu'elles sont dans un état de dénutrition très très important. Et après, en bas à droite, j'ai mis une tortue qui avait un hameçon. Ça, c'est un peu les restes des pêcheurs. Quand leur ligne s'accroche sur la patate du corail, parfois ils sont un peu flous, ils ne vont pas la couper et la tortue va venir se prendre. Et puis alors la petite photo de droite, c'est un clin d'œil, c'est la première tortue qu'on a relâchée, Dick, je ne sais pas si tu t'en souviens, c'était en 2004, avec un petit jeune de papier toile, puisqu'on était installé à papier toile. Et ce jeune, un jour, on l'a retrouvé dans le bateau, il avait 18 ans de plus, il nous a dit, vous vous souvenez, c'était moi, puis vous mettez tout le temps ma photo dans vos présentations. Donc c'était exceptionnel, donc je l'ai mis là parce que c'est sympa. Et ça, c'est une petite vidéo pour vous montrer, alors on faisait venir toutes les écoles à chaque relâche. Vous voyez les petits gamins des écoles de Montréal qui sont derrière. Pour la plupart d'entre eux, c'était la première fois qu'ils prenaient un bateau et qu'ils voyaient leur île de loin. C'était exceptionnel. Et vous voyez là, donc, c'est la maîtresse qui avait tiré au sort, l'élève qui allait avoir la grande chance de relâcher la tortue. Vous allez voir, mais elle vole comme un oiseau à la surface, mais elle part à fond. Et souvent, ils nous faisaient une petite chanson, ils nommaient la tortue, enfin voilà. Donc l'impact sur la jeunesse, on pense qu'il est vraiment très très important. Alors, en dehors des programmes de conservation qu'on met en place sur Tchatchoua, on essaie d'étudier vraiment l'évolution des populations de tortues dans nos lagons. Est-ce qu'on en a plus ou moins qu'avant? Donc là, on peut dire que oui, on en a plus. Les chiffres, ils ne sont pas évidents à cumuler et à collecter puisque les animaux bougent beaucoup et qu'on ne peut pas les compter tous dans nos lagons. Mais on a différentes possibilités et on utilise beaucoup la science participative. On demande aux gens, quand ils ont accès à une photo, on utilise le profil de la tête de la tortue, comme vous voyez là sur la gauche, et ça, on rentre ça dans un logiciel, ça nous fait comme une empreinte digitale, et ça nous permet de reconnaître la tortue. Cette tortue, si elle est vue par un d'entre vous à une autre fois, on est sûr que ça sera la même. Et encore plus intéressant, je vais vous en parler après, si cette tortue, elle part de Polynésie et qu'elle migre, toute sa vie, elle aura la même photo, le même code numérique mis en place par ce logiciel, donc c'est très très important et c'est non invasif. On n'a pas besoin d'attraper la tortue pour la baguer comme on faisait avant ou au nageoir. On a juste besoin d'une photo. Et donc là, on est en train de développer deux types de programmes. Un sur les tortues subadultes, donc qui ne sont pas encore matures, elles ont entre 4 ans et 20 ans, que l'on voit dans nos lagons tout le temps. Donc les vertes et les imbriquées, qui sont nos deux espèces, c'est ce qu'on voit sur la gauche. Et puis après, on étudie les tortues qui viennent pondre sur nos îles de Polynésie. Alors comme vous savez, c'est grand comme l'Europe, on a 118 îles. On pense qu'elles pondaient partout avant, elles pondent plus que dans quelques endroits, des endroits qui ont été un peu préservés par les populations. Et nous, on a cette grande chance d'avoir accès à l'atoll de Tchatchoua, donc grâce au projet avec Richard Villet et du Brando. Et donc c'est pour ça qu'on a mis en place une étude sur du long terme sur cet atoll. Et vous voyez là donc quelques photos et quelques graphes. Donc ce qu'il y a d'important pour nous, c'est de mettre en place des équipes. Les tortues viennent pondre entre octobre et avril. On est entre 6 et 10 personnes. On n'est pas logé à l'hôtel Brando, hein. On est en camping, c'est-à-dire que toutes les nuits on marche sur toutes les plages et la journée on fait la sieste. Et notre intérêt c'est de trouver les femelles quand elles viennent pondre. Donc là je vous ai mis des photos de jour parce que parfois ça dure tellement longtemps qu'elles repartent au lever du soleil, mais 90% c'est la nuit. On compte toutes les traces et si vous voyez sur mes graphes de gauche, c'est ce que disait Dick tout à l'heure, on a commencé entre une vingtaine et trentaine de traces pour avoir 2 grands pics sur 2 années différentes, la dernière étant plus de 1400 montées de tortues, ce qui est énorme pour la Polynésie, même pour tout le Pacifique en fait, sud. Et on voit qu'il y a une tendance tous les 6 ans à avoir un pic élevé.
Donc dans la littérature, on disait que les tortues vertes, elles pondaient tous les 2 à 4 ans, mais en Polynésie, a priori, elles pondent tous les 6 ans. Et maintenant, on sait pourquoi et où elles vont. Si vous regardez les 2 courbes ici, c'est presque le plus important de ce qu'on est en train d'étudier en ce moment. Ce sont des tortues qu'on a balisées avec des petites balises satellites Argos, comme vous voyez sur la photo en bas, qu'on colle sur la carapace. Et puis, on va suivre leur trajet migratoire. La courbe du bas, c'est ce qu'on avait fait il y a 10 ans. On voyait Tetiaroa, les tortues, elles partent toutes en ligne droite et elles vont toutes à Fidji. Donc c'est pas très compliqué, elles sont programmées, elles ont fini de pondre, elles ont pondu entre 6 et 10 fois. Ça leur a pris 3-4 mois. Après, elles ne mangent pas et elles repartent sur Fidji. On s'était dit, bon ben voilà, on va faire une collaboration dans les pays du Pacifique, notamment avec Fidji. Sauf que cette année, on a eu la possibilité de trouver un partenariat avec l'Aquarium de La Rochelle qui nous a permis de financer des balises satellitaires. On a refait un projet, 5 tortues balisées en janvier cette année, qui sont toujours en train de nous envoyer des signaux d'ailleurs. Et parmi les 5, on en a une seule qui est à la Fidji, 2 qui se sont posées aux Samoa américaines et 2 qui viennent de se poser dans le lagon de Wallis. Et quand je dis poser, on sait qu'elles y sont, elles font des allers-retours dans le lagon et elles s'alimentent. Donc elles sont en train de se poser, donc elles restent 4 à 6 ans, pour après faire le retour, le chemin arrière, pour revenir s'accoupler et pondre à Tetiaroa. C'est pour ça qu'il faut qu'on travaille vraiment avec d'autres scientifiques qui étudient les courants marins et tout ce qui se passe dans les océans pour voir si finalement ce qu'on est en train d'observer est validé par d'autres modèles, notamment que la trajectoire qui était plutôt sud avant est en train de devenir une trajectoire qui est plutôt nord par rapport à celle qu'on avait étudiée avant. Tout ça pour dire qu'on parle beaucoup d'air marine gérée, d'air marine protégée. Pour les tortues marines, il y a un nouveau concept qui serait peut-être d'air marine mobile, qui pourrait suivre les trajectoires des tortues marines pour qu'on soit plus efficace dans nos plans de conservation, bien sûr en partenariat avec les autres pays du Pacifique Sud. Ça, c'est juste pour vous montrer une petite vidéo par rapport à la magie d'observer une tortue qui pond la nuit. Vous voyez ces œufs, ils sont ronds comme des balles de ping-pong, ils tombent les uns sur les autres, ils ne se cassent pas, ils peuvent tomber à 50-60 cm de hauteur. La tortue, elle en pond entre 80 et 120. Elle va recouvrir le nid, elle ne va plus jamais s'en occuper, elle va partir. Par contre, elle peut en pondre jusqu'à 10 dans la même saison. Donc c'est super intéressant. Et ça, c'est la grande chance quand on a que tout est fini, la tortue elle est épuisée, elle est très déshydratée. Et vous voyez ce magnifique lagon de Tetiaroa où la tortue regagne le lagon, va passer par-dessus le récif, même si le récif est très accidenté. C'est difficile pour elle, mais c'est ça son cycle de vie. Et puis elle va revenir 2 semaines après, repondre pratiquement au même endroit. Tetiaroa, parfois, on les attend et elles arrivent devant nous la nuit. Cette année, on a eu un cas exceptionnel d'ailleurs où Muriel était là, c'est la Muriel, où la même tortue a pondu dans un carré de 2 mètres sur 2. Elle a pondu 4 nids et Muriel a eu la chance, elle dit aussi, de venir voir et de sponsoriser ce nid. Et puis le reste de la magie, c'est ça, 2 mois après, alors en général c'est la nuit, mais là c'était tôt le matin. La magie opère, voilà, toutes ces petites qui font la course. En général, il y en a une centaine. Ce qu'il faut que vous reteniez dans les chiffres, c'est que sur 100 bébés qui sort vivant du nid et qui va bien et qui a la pêche et qui arrive à rejoindre le lagon, il n'y en a qu'un qui arrive à l'âge d'1 an. À cause de la prédation, à cause du phénomène de migration, etc. et au fait qu'elle ne va pas trouver d'alimentation. Et que c'est sur 1000 œufs pondus, il n'y en a qu'une qui arrive à l'âge de se reproduire, c'est-à-dire à 20 à 25 ans. Donc tout ce qu'on peut mettre en place pour les protéger, quel que soit le stade de vie, donc nous on s'occupe là de la reproduction des bébés et des mamans. Dans les lagons de Polynésie, on s'occupe des subadultes. On a vraiment besoin de continuer parce qu'on ne sait pas vraiment à quelle étape il serait le plus important de les protéger. Et là, pour revenir sur quelques points très particuliers en lien avec Tetiaroa et Tetiaroa Society, nous étudions aussi le nombre de petites qui naissent. Dans chaque nid, on va compter les coquilles vides à la fin d'éclosion, donc on n'intervient pas sur la nature, sur le cycle de vie naturel. On compte les coquilles d'œufs et on se rend compte du nombre de produits par femelle. Et comme vous voyez sur ma photo du milieu, au tout début, quand on a commencé en 2004, il y avait énormément de populations de rats, donc les 2 espèces de rats sur Tetiaroa. Avec Tetiaroa Society et Allen Conservation, il y a eu un grand plan de dératisation. Il n'y a plus aucun rat sur l'atoll et donc cette prédation-là, à l'heure actuelle, n'existe plus. Et donc on pense qu'on augmente encore plus les chances de survie de nos bébés. Et bon, bien sûr, là, je vous montre d'autres types de prédation. On n'est pas là pour éliminer tous les prédateurs, mais c'est quand même un facteur qui est très, très important. Et donc, vous imaginez que nos équipes, elles ont compté plus de 350 000 coquilles d'œufs. On ne s'en est pas. Et pour finir sur ces actions de conservation, il y a quelque chose qui est très important et qui touche les tortues marines. Alors, j'en ai pas parlé au début, mais c'est vrai que c'est très important et on va faire une présentation demain, si vous voulez venir nous écouter aussi, avec le CESC sur l'importance culturelle des tortues pour les Polynésiens. C'est vraiment très très important parce qu'elles ont vraiment une place particulière.
Et en fait, on est en train de se rendre compte qu'en les étudiant, il faut qu'on étudie leur zone de vie et leur zone de reproduction. Donc là, vous allez voir à gauche, on a une petite vidéo. Ce qui est au milieu, c'est une caméra. On met des caméras pour filmer sans notre présence l'éclosion. Vous allez voir que cette caméra qui était posée sur le nid, elle était complètement inondée. Vous voyez la vidéo? Et ça, c'est juste lors d'une forte houle, c'était pas un cyclone. Donc vous imaginez que les œufs qui étaient pendus, même à 60 cm, ça ressemble à la photo de Joe, ils étaient complètement inondés. Un œuf, c'est poreux, donc tous les embryons meurent. Il n'y a aucun bébé qui va naître. Et donc on a mis en place avec pas mal de partenaires, notamment avec l'UICN et d'autres partenaires polynésiens, un programme de restauration basé sur des solutions fondées sur la nature qu'on appelle les Fa'atorat et Tahatei, qui consiste à reprendre des plantes indigènes locales et à replanter sur des zones littorales pour voir si on arrive à maintenir le sable et à limiter l'érosion sur ces zones de ponte en particulier. Et ça, c'est un projet sur du très long terme. Donc là, en fait, je vous ai parlé de certains des plans de conservation auxquels on peut contribuer par nos études, mais on a fait 20 ans et je pense que Dick, je t'annonce qu'on va en faire au moins 20 de plus. Voilà, et je vais laisser la parole à Maïna pour parler un peu des programmes de conservation et de sensibilisation et de formation. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Effectivement, il y a beaucoup d'activités de recherche et de conservation. Et c'est vrai que très tôt, Cécile Gaspard et Richard Bailey ont souhaité que ces connaissances finalement nouvelles sur l'espèce des tortues vertes marines soient aussi restituées au public et notamment aux plus jeunes. Et donc très rapidement, quelques années plus tard, Te Mana o Te Moana a vraiment développé des activités pédagogiques, éducatives, avec essentiellement en premier lieu des programmes scolaires. Donc sachez qu'on a dépassé les 150 000. Plus de 150 000 scolaires ont été formés à Te Mana o Te Moana, sensibilisés sur site. Donc sur site, ça leur permet à la fois de bénéficier de toute l'information, comme un cours finalement sur les espèces, mais aussi de voir les bassins de réhabilitation et de comprendre ce qu'on y fait, le centre de soins que Cécile vous a présenté tout à l'heure. En plus de cela, Te Mana a développé des formations. On a beaucoup de partenaires et ces partenaires veulent sensibiliser leurs employés. Donc Cécile se déplace dans beaucoup d'entreprises en Polynésie, mais pas qu'en Polynésie. On fait aussi des formations online, qu'elle adore d'ailleurs, même à 1h, 2h du matin, notamment je me rappelle de la dernière il y a un mois, pour le ministère de la Mer, ici, qui faisait une formation nationale avec plus de 150 personnes, et Cécile était en direct pour aussi les former à cette question de la protection des espèces marines et notamment de l'espèce conçue plus particulièrement. Donc c'est de la formation en entreprise, formation pour adultes. On fait aussi de la formation, on accueille des associations qui veulent former leurs équipes et puis les services publics. Il arrive que certains services publics nous sollicitent pour former leurs agents, leurs inspecteurs. Nous sommes d'ailleurs en train d'organiser une formation à venir cette année pour la DEPAM, tous les inspecteurs des affaires maritimes en Polynésie. À cela s'ajoutent des interventions extérieures. On intervient beaucoup, on est invité sur des événements extérieurs comme on a pu le faire, et là très souvent avec le pays. Je précise qu'on reçoit aussi des groupes. Je vous ai mis là en photo les Young Polynesian Leaders. Je sais qu'ils sont ici à l'UNOP aussi cette année. C'est un groupe qui est venu dans le cadre du Tiaki Summit qui était dédié aux océans et qui regroupe des jeunes futurs leaders du Pacifique. Ils ont souhaité aussi nous recevoir, enfin nous rencontrer. Ils sont venus donc dans nos installations visiter. On a des partenaires comme des centres de plongée et notamment Activicis qui est à côté de nous, mais pas que. On travaille vraiment avec tout le monde, avec la Fédération Tahitienne de Surf. Depuis cette année, on a développé des partenariats, on a fait une relâche de tortues à Papara avec eux et le lycée de Papara que vous voyez en photo ici, j'ai mis quelques exemples. Et puis nous avons tout simplement les touristes, la population qui souhaite visiter le centre et nos installations. Donc c'est une grosse activité maintenant, le pôle éducation, entre les formations, les visites, les interventions extérieures. À cela s'ajoutent aussi des programmes pédagogiques, des gros projets pédagogiques. Alors je vous ai mis là les derniers en date, donc sachez que nous participons en partenariat avec l'ADEME à un programme qui s'appelle Zéro déchet dans mon lagon. Donc il y a un financement État, pays et organismes publics
L'année dernière, il y a eu une grosse opération de nettoyage qui permet aussi autour de sensibiliser les jeunes qui y participent. Et là, plus précisément, la Polynésie française, vous savez, est un territoire autonome, avec un gouvernement propre, une assemblée. Et donc l'Assemblée vient d'adopter une loi spécifique à la réduction de l'usage du plastique, avec des échéances qui s'étalent jusqu'à 2027. Et donc Temana ou Temoana a souhaité accompagner cette démarche, parce que comme vous le savez, malheureusement, Cécile vous l'a montré, mais parfois en autopsie des tortues, elles sont remplies de plastique. Donc ça nous concerne aussi. Et là, on a mis en place un programme de formation des roulottes. Les roulottes en Polynésie, c'est des food trucks, parce que c'est pas toujours évident. Il va falloir remplacer tout ce plastique à usage unique. Et ils ont aussi besoin d'aide pour découvrir les alternatives. Donc beaucoup sont partants, ils veulent contribuer aussi à préserver l'environnement, mais comment faire? Quelles alternatives au plastique à usage unique? Donc Temana ou Temoana apporte sa petite contribution aussi sur ce type de sujet. Enfin, on n'aura pas trop le temps, mais sachez que nous lançons officiellement ce dimanche à la Journée mondiale de l'océan notre nouvelle plateforme interactive pour les jeunes. C'est accessible du monde entier. Elle a été pré-testée tout le mois dernier. On l'a lancée en Polynésie mercredi lors d'une journée porte ouverte dans le cadre de l'UNOC et de la Journée mondiale de l'océan. Et si vous voulez la parcourir, ou si parmi vous il y a aussi des enseignants, sachez que c'est avec grand plaisir qu'on vous donnera donc les adresses nécessaires pour que vous puissiez accéder à notre plateforme interactive qui est gratuite et ouverte à tous et qui accueille des publics vraiment, qui a été adapté avec deux types de programmes pour les très jeunes enfants et des adolescents. Donc on a vraiment deux formats différents et ça permet en vérité, à travers finalement une plateforme ludique, de découvrir l'anatomie de la tortue, les menaces, le cycle de vie. Donc un grand bravo aussi à toute l'équipe. J'en profite du pôle éducation, parce que moi je ne fais que vous redonner l'information, hein, mais on a vraiment des spécialistes, une jeune équipe, et donc au pôle éducation, ils ne sont pas nombreux et ils travaillent sur tout ça. Et enfin, à venir, du mois d'août à novembre, comme Cécile vous l'a dit, on a de plus en plus de tortues impactées par collision. Et donc le pôle éducation a décidé de lancer une campagne multimédia et de proximité qui sera en lien avec cette thématique pour sensibiliser à une navigation responsable. Et je voulais ici remercier à la fois la DIREN, donc c'est la Direction de l'environnement de Polynésie, la DEPAM, qui est la Direction polynésienne des affaires maritimes, qui finance cette campagne, le Centre des métiers de la mer également, qui s'est joint à cette campagne et qui est présent sur l'UNOC. Les trois structures sont présentes sur l'UNOC. Et Air Tahiti, notre compagnie, parce que cette campagne, elle ne se passera pas qu'à Tahiti. On va la déployer dans plusieurs îles de Polynésie en association avec deux autres partenaires associatifs. Océania, qui a d'ailleurs son poster ici, qui n'a pas pu faire le déplacement, mais qui est présent aussi au travers de ce poster si vous voulez découvrir ce qu'elles font. Cette association est spécialisée surtout sur la protection des baleines, alerte beaucoup sur les questions de collision. Et puis une deuxième association qui s'appelle les Dauphins de Rangiroa, qui, comme son nom l'indique, est concentrée sur la sauvegarde aussi des dauphins. Donc voilà un peu les programmes qui sont réalisés au sein de la structure du pôle éducation. Je laisse Cécile peut-être revenir sur les chiffres des 20 ans. Et puis ensuite, on laissera aussi la parole à des témoignages de partenaires, d'ambassadeurs, sans qui, en vérité, c'est difficile aussi de réaliser tout ça. Et donc, merci encore à vous tous de votre présence, de votre soutien. Merci Maïna, merci beaucoup. En fait, là, vous avez des chiffres qui s'affichent. C'est vrai qu'on est assez fiers d'avoir déjà résisté et tenu le coup, on va dire, pendant 20 ans. C'est pas évident. Au début, bien sûr, on cherche des financements, puis petit à petit, on montre qu'on a des actions de terrain qui sont concrètes
Et je pense que c'est ça un peu le message de Te Mano Te Moana, c'est qu'on est une petite équipe du bout du monde, comme a dit Maïna, mais on est une petite équipe de terrain, c'est ça le plus important. On est présent, on est actif, on va dans les écoliers viennent nous voir, on ramasse les déchets, etc. Et on fait bien sûr nos suivis sur les tortues marines. Je n'ai peut-être pas précisé dans les chiffres tout à l'heure, mais c'est peut-être écrit ici, le nombre de tortues qu'on a reçues, c'est écrit là-haut, c'est pas loin de 680 tortues qu'on a reçues. Donc c'est vrai qu'au tout départ, quand la direction de l'environnement m'avait contacté en disant est-ce que tu peux nous aider à soigner les tortues marines, j'avais dit oui, pourquoi pas. Je connais rien, mais je suis vétérinaire, donc je vais apprendre. Mais en fait, il fallait vraiment un lieu. Et c'est vraiment, j'insiste beaucoup sur ça, c'est grâce au partenariat avec Richard Bailey et sa structure hôtelière qu'on a pu mettre en place un centre de soins pour tortues marines qui est un peu unique au monde. Parce que la plupart des centres de soins de tortues marines sont en général accolés à des aquariums. Et donc les tortues sont récupérées dans des bassins, en général avec de l'eau qui est reconstituée, avec une lumière qui n'est pas naturelle. En fait, c'est comme un aquarium. Et j'ai eu l'occasion d'en visiter beaucoup au tout début pour avoir un peu des idées sur comment créer le nôtre. Et je me suis rendu compte que ces tortues, après avoir passé plusieurs semaines, voire plusieurs mois, dans une eau qui était bien sûr très propre, avec des soins de qualité, avec des diagnostics performants, etc. Ben, un jour, le vétérinaire disait, ça y est, elle est prête, et la tortue, elle était prise, elle était mise en plein océan, et après, on ne les suivait pas. Et en fait, on pensait peut-être avoir bien fait, mais on voyait bien au départ que la tortue, elle était peut-être pas forcément en état de reparcourir ces longues migrations, comme je vous ai montré, parce qu'il y avait aussi une fonte musculaire, hein, c'est comme nous, quand on a alité pendant quelques temps, on a besoin de faire un peu de kiné. Et donc, c'est cette grande chance d'avoir eu ce partenariat avec Richard Bailey, qu'on a ce centre qui est assez unique, et qui permet aussi aux visiteurs de voir les tortues. Comme vous savez, peut-être ici en métropole, on a besoin d'avoir des certificats de capacité, et il est interdit pour des visiteurs de visiter des centres de soins où les animaux sont en soins en réhabilitation. Donc on a cette grande chance en Polynésie, et vraiment je remercie le gouvernement polynésien dès le départ, à la fois de nous avoir demandé de le faire, de nous avoir donné les autorisations pour le faire, parce que c'était pas tout simple à mettre en place. Pour revenir aussi aux chiffres, donc vous avez vu les chiffres de Tetiaroa qui sont en grande augmentation grâce à notre présence, bien sûr, puisque donc on pense qu'il n'y a plus de braconnage sur l'atoll du fait de notre présence, mais aussi grâce aux équipes de Tetiaroa Society du Brando qui nous aident et qui nous soutiennent financièrement, en plus du pays et d'autres partenaires privés. Et puis en termes de projets futurs, ce que l'on veut vraiment maintenant, c'est s'impliquer plus dans tout ce qui est science et innovation, utiliser des nouvelles technologies pour mieux comprendre et connaître les tortues en pouvant, alors même si c'est peut-être parfois un peu invasif, mettre sur leur carapace des loggers, des accéléromètres, des outils qui vont nous permettre de faire des prélèvements, de mieux comprendre où elles vont, comment elles font et ce qu'elles font. On a des collègues en Martinique avec qui on va faire un partenariat qui ont étudié la communication des tortues entre elles. On pense qu'elles vivent solitaires, mais en fait on se rend compte qu'on n'a pas du tout compris. Apparemment, elles seraient capables de communiquer, elles seraient même capables de communiquer pour se prévenir d'un danger. Donc ça, si c'est le cas, c'est comme pour les mammifères marins, on pourrait peut-être développer des outils pour leur permettre d'échapper éventuellement parfois au fait d'être prises dans des filets, etc. Et donc ce que j'allais dire en point de conclusion, c'est que c'est très important pour nous maintenant qu'on sent qu'on a une association stable avec des soutiens, etc., d'exporter un petit peu et d'aller aider nos voisins du Pacifique, dans d'autres pays où les tortues migrent également, mais des pays qui n'ont pas forcément eu la chance comme nous d'avoir un partenaire comme Richard et comme Pacific Chamber, pour les aider et mettre à leur disposition des outils très simples. On a développé des technologies grâce à Esprit qui nous soutient également, avec des tablettes, on prend les informations et nous on va traiter les informations scientifiques et leur redonner, et puis impliquer de plus en plus les populations dans leur vie, dans leurs atolls, pour que ce soit eux qui décident ce qu'ils veulent faire par rapport à la protection des tortues marines. Ce sont des espèces emblématiques, on le sait. Elles sont très sensibles au changement climatique, on est en train de le découvrir également, mais on pense que c'est vraiment par la sensibilisation des gens qu'on y arrivera, et nous les scientifiques tout seuls, bien sûr, c'est pas le plus important. Donc, en termes de remerciements, on vous remercie bien sûr tous nos ambassadeurs, notre conseil d'administration qui est composé de personnes assez exceptionnelles, qui ne sont pas tous là, mais que certains sont très proches. Nous avons aussi des ambassadeurs, alors on va appeler ambassadeurs des gens qui vont nous aider à parler de nos sujets, donc ce ne sont parfois des gens très connus, des gens qui sont connus dans leur pays, ou des gens qui ont été vraiment sensibilisés, comme si parfois on arrive à assister, je dirais, à un changement, on le voit dans les yeux des gens, un changement de perception de notre place sur la planète. Quand on est en pleine nuit et qu'on a la chance de proposer à des clients de l'hôtel Brando de venir avec nous voir une tortue pondre, ben les gens ils vont changer complètement, ils vont découvrir quelque chose qu'ils n'imaginaient pas, et ça peut changer leur rapport à la nature et leur rapport à qu'est-ce qu'on va faire, comment on veut transformer ça après en action pour essayer de moins impacter la planète ou
bien sûr de manière plus positive. Et puis un grand merci aussi à tous nos bénévoles. On a énormément de bénévoles, on a parfois trop de demandes, donc on ne cherche plus vraiment, mais les bénévoles nous apportent vraiment énormément en termes de soutien logistique sur le terrain. Et puis on a aussi une ambassadrice assez emblématique qui est au milieu de... en haut, c'est Rebecca Brando, la fille de Marlon Brando, qui vient assez souvent aussi sur Tetiaroa et qui est un peu l'ambassadrice de notre programme des tortues marines qui se passe sur le site. Nous avons à ma droite une jeune Polynésienne qui s'appelle Rachel Boutam, qui est de Montréal et qui est en train de concourir pour Miss Tahiti. Donc on l'a mise là parce qu'en fait elle met dans ses réseaux, mais elle a été collaboratrice de Temana ou Temana pendant 2 ans. Elle a adoré ce qu'elle a fait, elle a dû déménager un peu sur Tahiti, donc là elle a un autre métier. Et puis on va vous mettre en dernière slide pour... on va le faire après. Oui, voilà. Voilà, on le fera après. Voilà, ce serait pour remercier une jeune ambassadrice également qui est proche de nous depuis plus de 20 ans et qui a fêté ses 20 ans avec nous. Et donc on mettra ça en conclusion parce qu'on a fait un petit clip qui explique un petit peu son parcours et sa vie. Donc j'aurais voulu passer la parole éventuellement à un collègue qui s'appelle Frédéric Tardieu, qui va expliquer un petit peu pourquoi il est là en fait, quel lien on a. Vous avez vu dans mes slides et vous le voyez là au milieu, c'est vraiment très très important pour nous, pour Temana. Je crois que ça a complètement changé ma perspective. C'est Mission Blue. Je ne sais pas si vous connaissez Mission Blue, c'est la fondation créée par Sylvia Hearn, qu'elle a créée en 2006. Et Sylvia, j'ai eu la grande chance de la rencontrer en 2000 à Paris et son discours a complètement changé ma vision et je crois que c'est ça qui a déclenché le fait que j'allais m'engager. Et en fait, on a eu la possibilité de se faire labelliser comme un HubSpot, donc un lieu d'espoir de Mission Blue en 2019, grâce à nos actions sur les tortues marines, mais pas que, grâce aux actions de Tetiaroa Society et de notre programme de conservation de l'atoll. Et je parle de Mission Blue parce que Sylvia, à l'UNOC 2, à Lisbonne, nous avait tous invités à nous rencontrer. À l'époque, je crois qu'on était 50 HubSpots. Je crois qu'à l'heure actuelle, on est 159. Et c'était il y a 3 ans. Et à cette soirée, moi je connaissais personne. Je ne suis pas très timide, donc je suis allée voir. Et puis j'ai rencontré quelqu'un qui parlait français. Ça m'a bien arrangé. Et donc c'était Fred Tardieu qui est ici. Et on a échangé nos parcours de vie. Et j'ai trouvé ça exceptionnel. Et donc j'aimerais que Fred partage aussi un petit peu cette expertise avec vous. Et puis surtout le féliciter parce qu'il fait un travail incroyable. Messieurs, dames, bonjour. Monsieur Bellé, bonjour. C'est un honneur d'être là. Mais c'est une histoire de vie, c'est un parcours. Ça a se matché de suite. On s'est vu, ça a duré 5 minutes. Et en fin de compte, on a un lien. Elle et Cécile et moi, c'est les petits atolls sur lesquels on vit. Et moi, je vis aux Philippines, dans la mer de Sulu, sur une des plus petites îles au monde où j'ai décidé de tout changer, de tout refaire, de prouver que l'homme est capable un jour de prendre un problème en main et de le résoudre. Alors, on a démarré par les coraux, par la sécurité alimentaire, par les aires marines protégées. Et cette année, je bascule dans les tortues. Donc je viens de créer ma première aire marine protégée où on a un site de ponte de tortues. Et dans l'histoire de Mission Blue, parce que c'est ce logo bleu qui vibre en nous comme le sang de la limule, puisque nous on a ce logo emblématique. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir un partenariat fou aux antipodes du monde sur les tortues de Tetiaroa et sur les tortues de Pangatalan, puisque notre île s'appelle Pangatalan Island. Donc j'ai promis à Cécile d'organiser, de monter, de financer, de trouver des moyens de faire ce documentaire de fou qui parlerait de cette éventuelle migration, mais on sait qu'elle s'arrête avant, mais c'est le symbole de... C'est le symbole de l'animal qui est capable de relier les hommes avant que les hommes puissent communiquer entre eux, parce que nous, on est terrestres et on ne bouge pas, on en fait le moins possible. Mais il y a une autre chose qui est encore plus folle, c'est que il s'est créé un groupe qui s'appelle une ONG, Small Island Organization. Elle a été voulue par le Conservatoire du Littoral, donc c'est un truc très français, très carré, mais qui travaille qu'à l'international. Et on m'a nommé dans mes fonctions d'être le délégué Asie-Pacifique, et on l'avait évoqué, mais ce que je peux vous annoncer aujourd'hui, c'est qu'en fin de compte, ce partenariat va vraiment exister entre Tetiaroa, qui va intégrer Small Island Organization, plus communément connue sous le nom de Smilo, mais en plus, on a une fibre, et je le vois là-bas au fond, c'est
la Mokaran Society, c'est winner de l'océan, et on a les mêmes partenaires. Mais voilà, j'arrêterai là parce qu'autrement je ne m'arrête plus. C'est que du bonheur, c'est venir à l'UNOC. Moi j'ai fait 12 000 km, je sais que vous avez voyagé longtemps aussi, mais on est là pour faire passer des messages, pour montrer qu'on est capable d'aller plus loin, on est capable de se fédérer, que ce soit par la terre ou par la mer, et tout est possible et on doit le faire, c'est une obligation. Merci à vous. Merci Frédéric, c'est vrai que ces mots sont très importants et en fait on se rend compte quand on se connaît pas, mais quand on se rend compte on se dit mais en fait on fait exactement la même chose à l'autre bout de la planète. On développe des supports, on a collaboré avec la Polynésie française sur ce concept d'air marine éducatif qui est très important aussi. Et en fait si on ne s'était pas rencontrés, ben en fait on aurait perdu du temps. Et on veut tous aller vite maintenant pour mieux comprendre, pour mieux protéger. Et c'est ça vraiment qui fait une symbiose dans tout ce que l'on fait. Et encore, je voulais remercier Mission Blue parce que c'est grâce à Sylvia Earle qu'on a réussi à créer ce lien. Je vais relaisser la parole à Malina peut-être pour quelques mots et puis passer la parole à nos officiels. Oui, en fait, je pense que déjà on peut applaudir Cécile pour tout ce travail et Richard Bellé que je demande de rejoindre, à qui je demande de me rejoindre également. Je profite pour remercier tous les officiels qui ont fait le déplacement. On est une très grosse délégation de Polynésie. Là, on a la chance d'avoir notre ministre, Jordi Chan. Merci, ministre polynésien de l'équipement, d'être présent aujourd'hui. Notre secrétaire général du Haut-Commissariat, Étienne de la Chaudière, et puis notre élu à l'Assemblée, Temat Eilegaïk, ancien député également, qui est là avec nous aujourd'hui. Merci à vous tous d'être là. Je pense qu'il faut quand même aussi rendre hommage, c'est comme tu l'as dit, on a besoin de partenaires pour réaliser tout cela, et Temana a cette chance d'avoir cette grande équipe dynamique, mais c'est pas facile et c'est beaucoup de partenaires, à la fois privés, publics, des soutiens institutionnels sans qui tout cela n'aurait pas pu être possible. Et peut-être donner un mot de la fin à un représentant de notre gouvernement et de l'État. Étienne, je sais que tu es venu à Tetiaroa, peut-être nous dire un petit mot avec Jordi Chan. Merci beaucoup, bonjour à tous. Voilà, je trouve que avant de parler de ce que j'ai pu voir à Tetiaroa, cette slide elle illustre parfaitement ce qu'on a voulu mettre en place pour la Polynésie à l'UNOC. C'est vraiment de montrer qu'on est tous ensemble réunis, mobilisés pour s'engager pour préserver l'océan Pacifique, le secteur public, l'État et le pays, les scientifiques et bien sûr les associations et aussi le monde économique, et tout ce monde on le mobilise depuis maintenant à peu près un an, et même plus d'un an pour certains, mais cette mobilisation vers l'UNOC, on le fait depuis un an, et c'est un beau partenariat. Et si on est aussi nombreux à Nice, c'est vraiment parce qu'on a tous travaillé dans le même sens, en formalisant quelques engagements que vous pouvez voir en tête de gondole, si on peut dire, du pavillon, et ce témoignage-là de Tetiaroa Society, des Manao Temoana, c'est vraiment une belle illustration de ce que la Polynésie est capable de montrer à la planète. Il ne faut pas avoir peur des mots. Et c'est vrai que j'ai eu cette chance de pouvoir être présent, alors malheureusement pas pour passer la nuit et voir les pontes de tortues, mais de voir quand même toutes ces belles réalisations qui sont faites, tourner vraiment vers le respect de la nature, cette restauration de la nature, montrer que c'est possible de restaurer par des solutions naturelles les écosystèmes. Vraiment encore merci et bravo. Yorana à toutes et à tous. Merci beaucoup à l'association Temoana et bien entendu à DIC pour cette présentation et pour cette initiative qui est exemplaire. Je m'appelle Jordi Chan, je suis ministre en charge des transports maritimes pour le gouvernement de la Polynésie française. La Polynésie, c'est un territoire qui, comme on aime l'exprimer, est grand comme l'Europe, qui est principalement constitué d'un territoire maritime, c'est 5 millions de kilomètres carrés. C'est aujourd'hui un océan qui
est insuffisamment compris. C'est un océan qui est absolument essentiel pour à la fois la biodiversité, donc la nature, mais aussi la vie en société. On le sait, on a des études scientifiques qui sont actuellement en cours qui montrent à quel point cet océan est important pour la régulation de notre climat. Et le travail qui est aujourd'hui effectué, qui a été effectué au cours des dernières décennies par Nao Temoana, illustre parfaitement comment est-ce que finalement la biodiversité, elle permet d'aider notre planète. Et comment est-ce que nous, on peut aider également cette biodiversité. Donc je tenais à remercier tous ici présents pour votre participation à cette présentation. Je pense qu'on a tous appris beaucoup de choses. J'ai pas encore eu l'occasion de visiter le centre, j'espère un jour pouvoir le faire. Parce que moi aussi j'ai beaucoup de choses à apprendre. Et ce que vous avez dit concernant notamment la mise en œuvre de solutions, et surtout de mesures qui permettront d'avoir une nouvelle compréhension des choses, grâce à l'utilisation de nouvelles technologies sur les tortues marines, sans bien entendu dégrader leur mode de vie. C'est très intéressant. C'est très intéressant parce qu'aujourd'hui, il y a énormément de choses qui ne sont pas connues. Et on a besoin de savoir pour pouvoir valoriser tous les bienfaits qu'apportent les tortues pour notre société. Voilà. Merci beaucoup. Bonne journée à tous. Merci beaucoup. Je voulais juste rajouter un petit mot pour remercier Muriel Pontarolo de toute son organisation. Merci Muriel. C'est surtout grâce à Muriel qu'on a réussi à mettre tout ça en place. C'était pas tout simple. Merci à tous de votre présence. Je voudrais juste rajouter un petit mot. C'est un petit mot d'espoir par rapport à nos jeunes, puisqu'on fait tout ça et depuis 20 ans, des jeunes, on en a eu plein. Ces jeunes-là, ils ont grandi. Il y a des jeunes qui sont venus en bénévole, ils sont venus avec leurs enseignants, ils sont venus, etc. Et donc, on va vous passer une petite vidéo d'une jeune de Papetois, donc de Montréal, qui depuis le tout début nous a suivis et est venue nous aider et qui maintenant se lance un peu dans une carrière musicale. Et elle a bien voulu, elle est en train de monter, elle est en train de battre des records d'audience d'ailleurs. Elle s'appelle Papéao Sibono. Et on a fait un petit clip pour parler un petit peu de ce lien d'une jeune polynésienne qui a changé un peu la vision de ce qu'elle voulait faire plus tard. Au départ, elle voulait faire vétérinaire, bon, comme moi, mais en fait, elle a toujours été intéressée par la musique, par la danse, et là, elle a décidé de se mettre dans la musique et d'écrire ses chansons pour sensibiliser les gens à la protection de la planète. Et dans ces mots, on retrouve un petit peu tout ce qu'on fait nous, de manière un peu scientifique et beaucoup moins poétique, mais elle est vraiment très très forte, et donc on va passer cette vidéo pour ensemble.